Elle sortit du café, un petit gobelet en papier à la main, une légère vapeur s'élevant dans l'air frais du matin. Son téléphone vibra, probablement une autre réunion, mais elle ne le consulta pas. Cette journée devait être calme, incognito. C'est alors que la voiture de police s'arrêta. Vite, trop vite. Pneus crissants, porte s'ouvrant en grand. 2 agents, armes dégainées. Mains en l'air, où je puisse les voir, maintenant. Madame la directrice Dubois se figea. Son gobelet tomba sur le trottoir, du café foncé se répandant sur ses chaussures. « Je ne suis pas armée, » dit-elle, sa voix posée mais basse. « Retournez-vous. » Face au mur, l'un d'eux lui saisit le poignet et le lui tordit fermement derrière le dos. L'autre hurla par-dessus ses calmes explications. Sa carte d'identité, oubliée dans la voiture. Son nom, ignoré. « Vous correspondez à la description d'un suspect dans le secteur, » dit l'agent le plus grand, la poussant à l'arrière de la voiture. Aucune question, aucune vérification, aucun droit lu. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Madame la directrice Dubois regarda à travers la grille, entre elle et le siège avant. Sa respiration ralentit. « Ils ne savent pas, » se murmura-t-elle. Le badge dans sa mallette, le nom gravé en or. L'habilitation de sécurité connue de quelques-uns seulement. Il venait d'arrêter la directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Avant de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ensuite, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce sont les types d'histoires que personne d'autre n'ose raconter, brutes, réelles et inoubliables. Fais partie d'une communauté qui voit au-delà de la surface. Tu ne voudras pas manquer ça. Fatima Sy est née dans le cœur battu de Bobigny, où les rues fissurées rencontraient les clôtures rouillées, et le monde offrait rarement de secondes chances, surtout aux jeunes filles issues de familles ouvrières avec de grands rêves. Sa mère, Aïcha, faisait de doubles quarts de travail comme femme de ménage à l'hôpital, rentrant toujours à la maison avec les pieds douloureux et des mots remplis d'une détermination silencieuse. « Tu dois être 2 fois meilleure, Fatima », disait-elle souvent, parce qu'ils ne verront que la moitié de ce que tu es. Fatima écoutait. Elle étudiait à la lumière des réverbères quand l'électricité coupait. Elle lisait des livres de droit avant même d'apprendre à conduire. Pendant que d'autres enfants jouaient dehors, elle mémorisait des discours d'avocats et d'activistes célèbres. Son rêve n'a jamais été la gloire. C'était le pouvoir, un pouvoir silencieux et aiguisé qui pouvait ouvrir des portes closes sans permission. À l'université Paris-Panthéon-Assas, elle resta discrète. Elle obtint son diplôme avec mention, invisible pour la plupart, mais inoubliable pour les rares professeurs qui reconnurent sa brillance. La DGSI la recruta tôt, d'abord comme analyste, puis comme enquêtrice, puis comme stratège. Elle a gagné chaque centimètre de son grade, non par favoritisme, mais par la lutte. Et pourtant, même avec son nom gravé dans les plus hautes sphères de l'agence, Fatima se souvenait toujours de la voix de sa mère. « Ils ne te verront pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin de toi. » Elle ne sut jamais à quel point cela serait vrai. Fatima n'a jamais cherché l'attention. Son ambition n'était pas enracinée dans la reconnaissance. Il s'agissait de réécrire les règles de l'intérieur. En tant que jeune enquêtrice, elle a rapidement appris que l'excellence ne suffisait pas. Elle devait être impeccable, calme, inébranlable, toujours en contrôle. Toute fissure dans sa façade serait utilisée contre elle. Et pourtant, elle a gravi les échelons. Son rêve n'est pas né de l'ego. C'était une mission. Elle avait vu à quoi ressemblait l'injustice dans les rues de son enfance. Elle avait vu sa mère être maltraitée en silence. Elle voulait une place à la table, non pour elle-même, mais pour s'assurer que d'autres n'auraient pas à crier pour être entendus. Au sein de la DGSI, Fatima est devenue une légende dans l'ombre. Elle a travaillé sur des opérations de contre-espionnage à haut risque, démantelé des menaces terroristes, restructuré des bureaux locaux corrompus. Son nom circulait dans les couloirs, chuchoté avec respect et crainte. Son style de leadership était précis, jamais bruyant, toujours efficace. Lorsqu'elle fut nommée directrice, elle ne sourit pas aux caméras.
Elle se tint simplement immobile, le regard droit devant elle, portant le poids de ce que signifiait être la première femme noire à diriger le service. Il n'y eut pas de parade, pas de célébration en première page. Juste des applaudissements polis dans une pièce strictement contrôlée. Elle prêta serment en silence, mais elle savait exactement ce que cela signifiait. S'asseoir sur cette chaise signifiait porter non seulement ses propres rêves, mais aussi les futurs invisibles et refuser d'innombrables autres à qui la porte n'avait jamais été ouverte. Cela signifiait entrer dans des réunions où elle était encore prise pour l'assistante de quelqu'un. Cela signifiait diriger des personnes qui, secrètement, se demandaient si elle y avait sa place. Mais Fatima était inébranlable. Sa vie l'avait préparée. Son objectif privé était clair. Réformer la culture interne de l'agence. Elle a lancé des groupes de travail contre le profilage racial. Elle a enquêté en silence et secrètement sur des cas de fautes professionnelles enfouis depuis des années. Elle a encadré des enquêteurs issus de minorités, sachant ce que même une voix de soutien pouvait accomplir. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle n'a jamais agi par émotion. Chaque mouvement était calculé. Jusqu'à ce matin, où elle se tenait sur le trottoir avec une tasse de café, jusqu'à ce que le badge ne signifie plus rien, jusqu'à ce que sa peau, une fois de plus, parle plus fort que son titre. En un seul instant, l'armure minutieuse qu'elle avait construite fut transpercée par une vérité qu'elle avait toujours sue, mais qu'elle n'avait jamais imaginé ressentir de cette manière. Même la directrice de la DGSI pouvait être considérée comme une suspecte, simplement parce qu'elle existait. Ce devait être une simple visite. Fatima avait pris un rare jour de congé pour visiter un programme d'autonomisation des jeunes qu'elle finançait discrètement dans un quartier défavorisé de Paris. Un endroit où des enfants de quartier comme le sien pouvaient voir la loi et la justice sous un angle différent. Pas d'équipe de sécurité, pas de presse, juste elle, un SUV noir et un dossier de notes manuscrites. Elle se gara près d'un café du coin et entra pour prendre un café rapide. En sortant, tout en ajustant son manteau, elle remarqua les gyrophares de l'autre côté de la rue, puis le crissement des pneus, les ordres hurlés, les armes. Fatima n'opposa aucune résistance. Elle n'éleva pas la voix. Non pas parce qu'elle n'avait pas peur, elle l'avait, mais parce qu'elle connaissait le scénario. Elle connaissait les statistiques. Un faux mouvement pouvait signifier plus qu'une simple humiliation. Elle tenta de s'expliquer. « Mon nom est Fatima Sy. Je suis de la... »« Gardez ça pour vous !» aboya l'agent Dubois qui lui passait déjà les menottes. « Vous avez toujours une histoire. » Elle était sidérée. Non par l'acte, elle l'avait déjà vu, mais par la rapidité avec laquelle cela s'était produit, par l'immédiateté de la supposition. Elle essaya de nouveau, cette fois plus doucement, « S'il vous plaît, vérifiez juste le nom. Vous faites une erreur. » Dubois ricana. « Madame, vous n'êtes pas spéciale. Asseyez-vous et taisez-vous. » Le métal froid du siège arrière lui pressait le dos. Son badge, son téléphone et ses dossiers étaient dans la voiture, inaccessibles. Le trajet jusqu'au poste de police ressembla à une chute dans un trou sans fin. Chaque minute, un morceau de son identité lui était arraché, non par la violence, mais par le rejet, par l'effacement. Au poste, elle fut traitée comme n'importe quel autre détenu. Empreinte digitale, photo d'identité judiciaire. Un agent masculin ricana quand elle demanda un appel téléphonique. « Vous en aurez un, quand nous aurons fini. » Les heures passèrent. Pas de questions, pas de vérification, juste le silence. La cellule était petite, grise, sans air. Fatima s'assit sur le banc, le dos droit, les poings serrés. Ses pensées s'emballaient, non pas par panique, mais avec le goût amer de la confirmation. Tout ce pourquoi elle s'était battue pour changer était toujours là. Ce n'était pas seulement qu'elle avait été arrêtée, c'était qu'il ne se souciait pas de qui elle était. Elle ne pleura pas encore, mais elle sentit quelque chose de plus profond, une fissure dans sa foi, non pas en elle-même, mais dans le système qu'elle avait passé sa vie à défendre. Dans cette cellule froide, Fatima Sy comprit que tout ce qu'elle avait construit pouvait être anéanti en un instant. Non par erreur,
mais par indifférence. Les néons au-dessus d'elle bourdonnaient dans un rythme sourd et mécanique. Fatima était assise seule, les coudes sur les genoux, fixant les fissures du sol en ciment. Elle les avait comptées 2 fois. Elle avait mémorisé les motifs de taches sur les murs. Le temps s'écoulait étrangement dans une telle cellule, lentement, mais vivement. Chaque seconde égratignait sa dignité. Personne n'était venu. Personne n'avait demandé son nom à nouveau. Personne ne s'en souciait. Quelques heures auparavant, elle avait approuvé une opération de sécurité nationale. Maintenant, elle était la détenue Ungultroise 2659. Pas de badge, pas de nom. Juste une femme de plus derrière les barreaux. Elle se rappela de nouveau la voix de sa mère. « Ils ne te verront pas tant qu'ils n'auront pas besoin de toi. » Et ce qui résonnait maintenant était encore plus froid. Ils n'en ont pas besoin, donc ils ne le feront pas. Fatima appuya sa tête contre le mur. Le froid lui mordait la peau. Elle ne bougea pas. Ce qui faisait mal, ce n'était pas l'arrestation. Ce n'était même pas l'humiliation. C'était la vérité. Une vérité qui avait toujours existé sous la surface de ses succès. Elle était toujours invisible pour le système qu'elle contribuait à diriger. Il suffisait de la mauvaise rue, du mauvais moment, et toute son identité disparaissait. Elle pensa aux jeunes enquêteurs qu'elle encadrait, en particulier aux femmes issues de minorités. Qu'est-ce que cela signifierait pour elle? Quel message cela envoyait-il? Qu'importe la hauteur à laquelle elle grimpait, le sol pouvait toujours s'ouvrir sous leurs pieds. Une larme s'échappa sur sa joue, la première. Elle ne l'essuya pas. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un deuil. Elle pleurait l'illusion qu'elle avait portée si longtemps. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Des clés tintèrent, une porte s'ouvrit. Une femme entra en uniforme, une trentaine d'années, les yeux prudents. Elle s'approcha des barreaux et fixa Fatima un long moment. « Madame la directrice, » dit-elle avec hésitation, « êtes-vous Fatima, si ?» Fatima leva les yeux, plissant les yeux. Elle ne répondit pas. « Je suis l'agente Martin, » continua la femme. « J'ai vu votre photo une fois, lors d'un séminaire pour cadres. J'ai cru que c'était vous quand ils vous ont amené, mais je n'étais pas sûr. » Fatima hocha la tête une fois. « C'est moi. » L'agente Martin déglutit difficilement. « Madame la directrice, ils ne savent pas. Ils n'ont même pas vérifié. Ils ont juste... » Fatima leva une main. « C'est bon. » Mais ce n'était pas bon. L'agente Martin recula. « Je vais arranger ça, je le jure. » Alors qu'elle partait, Fatima s'appuya de nouveau contre le mur. Son cœur battait, non pas de peur, mais d'autre chose. Le système ne l'avait pas laissé tomber. Il lui avait montré exactement ce qu'il était. La cellule semblait plus petite maintenant, étroite. Mais dans la poitrine de Fatima, quelque chose commença à bouger. Pas de la colère, pas même de la détermination. Juste une flamme silencieuse et couvant. Elle murmura dans le silence. « Ils sauront qui je suis, non pas parce que j'ai crié, mais parce que je vais reconstruire ce qu'ils ont détruit. » Et c'est exactement cela, le moment où elle a commencé à s'élever. Si ce moment résonne en toi, colère, espoir, reconnaissance, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo et partage tes pensées dans les commentaires. Ta voix compte ici. Parfois, un commentaire peut résonner plus fort que le silence. Réfléchissons ensemble, car cette histoire est peut-être plus la nôtre que nous ne le pensons. Fatima fut libérée en silence, sans excuse, sans explication. Juste un formulaire signé et un sac contenant ses effets personnels, son téléphone, ses clés, le froid badge métallique qui aurait dû la protéger. L'agent Martin l'attendait à la sortie, les yeux pleins de culpabilité ou de honte. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. Fatima ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, de se retourner et de sortir dans la lumière grise du matin. Le monde extérieur n'avait pas changé. La circulation bourdonnait. Les gens passaient, la tête basse, leur vie intacte. Mais quelque chose en elle avait bougé de façon permanente. Son silence, autrefois son armure, se sentait maintenant comme une complicité. Elle avait survécu en étant invisible, en ne mettant personne mal à l'aise. Mais l'invisibilité avait un prix. Dans son appartement, ce soir-là, elle s'assit dans l'obscurité à son bureau.
La lueur de la ville filtrait par sa fenêtre. Elle ouvrit son ordinateur portable, non pas pour rédiger une lettre de démission, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Un rapport, pas pour l'agence, pour elle-même. Un compte rendu complet de l'arrestation, du traitement, de l'échec du protocole, des suppositions faites sur son corps, sa peau, son existence. Alors qu'elle tapait, ses doigts tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque mot était une reconquête, chaque phrase une déclaration. Je ne disparaîtrai pas. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle ne se battrait plus pour le système, elle se battrait à travers lui. Fatima savait que parler lui coûterait cher. Ses alliés se retireraient, les rumeurs se propageraient. Son silence avait rassuré les gens. Sa vérité ne le ferait pas. Mais elle n'était plus la jeune fille effrayée qui lisait des livres de droit à la lumière d'une lampe de poche. C'était une femme qui avait construit le pouvoir, non pour le conserver, mais pour l'utiliser. Et maintenant, c'était le moment de l'utiliser. Quelques jours plus tard, elle était assise dans son bureau, fixant la photo encadrée de sa mère sur la bibliothèque. Aïcha Sy, souriante, les bras croisés, debout devant leur ancienne maison. Fatima tendit la main et toucha le verre. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps, » murmura-t-elle. « Mais maintenant je le vois, je vois tout. » Le lendemain matin, elle convoqua une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Pas de script, pas de titre, juste sa voix, calme, claire, mesurée. « J'ai été arrêté la semaine dernière. » La pièce se figea. Ils n'ont pas vérifié qui j'étais. Ils n'ont pas demandé. Ils ont présumé. Et cette présomption a toujours été là, sous chaque décision, chaque regard, chaque silence. Elle regarda autour de la table. J'en ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. Ce fut le moment où Fatima Sy cessa de survivre au système et commença à y faire face. Les jours suivants ne furent pas dramatiques. Pas de protestation devant le siège de la DGSI, pas de conférence de presse. Fatima ne voulait pas de bruit, elle voulait du changement. Calme, stratégique, réel. Elle commença par former un groupe de travail, non public, non théâtral. Seulement 10 personnes, diverses, de confiance. Leur mission était simple, identifier les angles morts systémiques au sein des forces de l'ordre qui conduisaient au profilage racial, en particulier en interne. Leur travail commença par son propre cas. À huis clos, elle disséqua l'arrestation, qui n'avait pas vérifié le protocole, pourquoi le système n'avait pas signalé son identité, comment le préjugé opérait invisiblement sous les procédures. Les résultats furent alarmants, non seulement des erreurs, mais des schémas qu'elle ne pouvait plus ignorer. Fatima rencontra le chef des affaires internes, non pas pour déposer une plainte, mais pour présenter un plan. Des programmes de recyclage, des protocoles de vérification d'identité, des actions de sensibilisation communautaire, des évaluations psychologiques pour les agents, tout basé sur des données, tout réalisable. Il cligna des yeux. « Vous voulez révéler votre propre arrestation pour faire avancer cela ?» Elle hocha la tête. « Si je ne le fais pas, cela arrivera de nouveau, à quelqu'un qui n'en sortira pas. » Son initiative prit de l'ampleur. Des alliés silencieux apparurent, des officiers qui avaient trop vu, ressenti trop peu de pouvoir pour changer les choses. Maintenant, sous sa direction, ils avaient la permission de parler, d'agir. En dehors du travail, Fatima retourna au centre de jeunesse. Cette fois, non seulement en tant que donatrice, mais en tant qu'oratrice. Elle se tint devant une salle remplie de jeunes et leur raconta ce qui s'était passé. Pas les gros titres, la vérité. J'ai été arrêté parce que je correspondais à un profil, parce que même avec un badge, je n'étais pas en sécurité. Mais je suis là, et je ne vais nulle part. La pièce était silencieuse. Puis une fille au fond de la salle se leva, peut-être 15 ans, et demanda « Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Fatima sourit. « Nous restons fortes, nous restons excellentes, et nous entrons dans chaque pièce comme si nous y appartenions, parce que c'est le cas. » Au cours de ces premières semaines, il y eut des moments de doute, des chuchotements dans les couloirs, des emails restés sans réponse. Certains collègues ne la voyaient plus comme une leader, mais comme une menace à leur confort. Mais Fatima ne recula pas. «
Chaque jour, elle portait le même badge, non pas comme un symbole de statut, mais comme un signe de responsabilité. Elle reconstruisit, morceau par morceau. Pas elle-même. Elle n'avait jamais été brisée. Mais l'illusion de sécurité, le mythe du progrès sans inconfort, cela, elle ne le porterait plus jamais. La résistance vint lentement, comme une marée qu'on ne voit pas venir jusqu'à ce qu'elle nous arrive au cou. Certains agents qui lui souriaient dans les couloirs évitaient maintenant son regard. D'autres chuchotaient dans les coins, la qualifiant de émotive, de difficile, ou du pire des insultes qu'une femme au pouvoir puisse entendre, politique. Ces initiatives rencontrèrent des retards internes. Les réunions étaient reportées, les rapports enfouis dans le brouillard bureaucratique. Un haut fonctionnaire suggéra doucement qu'elle devrait prendre un congé pour se remettre de l'incident. Fatima le regarda fixement et répondit « Je n'ai rien survécu. J'ai exposé. » Mais cela l'épuisait. Les nuits s'allongeaient. Le sommeil se faisait plus court. Sa boîte de réception se remplissait de courriels haineux. Des notes anonymes lui demandaient de ne pas tout faire tourner autour de la race. Elle les garda toutes dans un dossier, non par peur mais comme carburant. Même les médias ont eu vent de son arrestation, la transformant en une histoire à sensation. La directrice de la DGSI prise pour une suspecte, profilée racialement, spéculait les titres. L'agence a refusé de commenter. Fatima aussi. Elle ne voulait pas de cirque médiatique. Elle voulait un changement institutionnel. Pourtant, sous la pression, il y eut des moments de victoire silencieuse. Un jeune agent inexpérimenté l'approcha après un séminaire et lui dit « Je me suis engagé à cause de vous. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. » Elle ne s'arrêta pas. L'agente Sophie Leroux, qui l'avait reconnue dans la cellule, demanda un transfert dans l'équipe de Fatima. « Je veux aider, » dit-elle. Fatima hocha la tête. « Alors prépare-toi, ça ne sera pas facile. » Il y eut des jours où Fatima remettait tout en question. Faisait-elle une différence ou agitait-elle simplement un arbre qui ne voulait pas donner de nouveaux fruits? Elle s'assit seule dans son bureau, contemplant la ville. Les lumières, la circulation, le mouvement, tout semblait lointain. Mais elle se souvint de nouveau de sa mère. Aïcha, essuyant la sueur de son front après avoir nettoyé un sol que personne ne remarquerait, murmura « Ne les laisse pas te rapetisser ». Fatima se tint plus droite le lendemain matin. Elle organisa des forums pour le personnel. Elle força des conversations inconfortables. Elle fit venir des experts externes. Et lorsque ces initiatives furent bloquées en interne, elle les combattit par des politiques, par des personnes, par une présence inlassable. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle dirigea. Et lentement, ceux qui doutaient d'elle commencèrent à écouter. Pas tous, pas à haute voix, mais suffisamment. Assez pour continuer. Fatima Sy n'a pas construit un nouveau système. Elle en a démantelé un ancien tout en y travaillant, pierre par pierre, voix par voix, et surtout en refusant de disparaître. Le jour de l'audition devant l'Assemblée nationale arriva sans grand faste, mais pour Fatima, c'était tout. Pendant des mois, elle avait recueilli des données, des témoignages, des rapports internes et des récits personnels. Non seulement les siens, mais aussi ceux d'autres. Des agents profilés à tort, des civils maltraités, des fonctionnaires réduits au silence. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de vérité. Et la justice, si elle avait un sens, devait commencer par la vérité. Elle portait un simple tailleur bleu marine, pas de broche de drapeau, pas de bijoux ostentatoires, juste un dossier et sa voix. La salle était tendue, des caméras bordaient l'arrière, des journalistes chuchotaient son nom alors qu'elle prenait place devant la commission. Une députée ajusta son microphone et dit « Madame la directrice, si nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les allégations de profilage racial au sein des forces de l'ordre national et local, y compris votre propre expérience récente. Vous pouvez commencer. » Fatima ouvrit son dossier, puis leva les yeux. Sa voix était calme. « Le 3 avril de cette année, j'ai été arrêté sans motif. » Un soupir. Un murmure parcourut la pièce. « Je n'ai pas été reconnu. Je n'ai pas été interrogé. J'ai été identifié uniquement par la couleur de ma peau. Et à ce moment-là, mon badge ne signifiait rien. »
Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'ai dirigé des opérations de contre-espionnage. J'ai démantelé des cellules terroristes. J'ai informé des présidents. Mais rien de tout cela n'a compté quand j'étais une femme debout sur un trottoir. Elle parla de l'arrestation, du silence, de la lente et lancinante prise de conscience que son succès ne la protégeait pas du préjugé, qu'aucun titre ne pouvait effacer des habitudes systémiques établies depuis des décennies. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle détourna l'attention d'elle-même. Elle lut des extraits de lettres soumises anonymement par des agents de la DGSI issus de minorités. Des histoires de comment ils étaient pris pour des suspects, de comment ils étaient ignorés lors des réunions, de comment ils devaient faire 2 fois plus leurs preuves juste pour être considérés comme moitié moins capables. Les larmes montèrent aux yeux de certains des présents. D'autres restèrent figés, honteux, stupéfaits. Fatima conclut par un message, non par un plaidoyer. Il ne s'agit pas d'une arrestation, il s'agit d'une culture de présomption. Et si moi, avec tout mon accès, mes qualifications et ma position, je peux être réduite à une menace, qu'est-ce que cela signifie pour les millions sans ces privilèges? Un silence, puis des applaudissements. Tous n'applaudirent pas. Mais ceux qui le firent applaudirent du fond du cœur. Le lendemain, la nouvelle éclata. L'agent qui l'avait arrêté fut suspendu. Une enquête interne sur les protocoles de formation sur le terrain fut lancée. On demanda à Fatima de diriger un nouveau groupe de travail national sur la justice raciale au sein des forces de l'ordre. Mais ce n'était pas la victoire. La victoire vint quelques jours plus tard, dans l'auditorium d'une école, où elle fut invitée à prendre la parole. Après sa présentation, une jeune fille s'approcha d'elle, peau brune, tresse, grands yeux remplis de peur et de feu. « Madame la directrice, ceci, ils ont essayé de vous rabaisser. » Fatima sourit doucement. Ils n'ont pas réussi. Elle s'agenouilla pour regarder la jeune fille dans les yeux. Ils le feront toujours, à moins que nous ne les en empêchions. Les applaudissements ce jour-là ne venaient pas des politiciens. Ils venaient des élèves, des professeurs, des gens qui avaient le plus besoin de sa voix. Et pour la première fois depuis longtemps, Fatima Sy ne quitta pas cette scène avec le poids du système sur ses épaules, mais portant quelque chose de bien plus puissant, l'espoir. Fatima parlait rarement de son arrestation, ni dans les salles de réunion, ni dans les interviews. Ce n'était pas une histoire qu'elle utilisait pour impressionner, c'était une cicatrice qu'elle portait avec une fierté silencieuse, non pas à cause de la douleur, mais à cause de ce qu'elle révélait. Elle a appris que le silence, même s'il semble sûr, peut être une forme de capitulation, que la respectabilité ne protège pas du préjugé, qu'aucun succès ne peut effacer la façon dont le monde veut te voir, tant que tu ne décides pas de t'y confronter. Son silence était autrefois une stratégie, mais c'est sa voix qui a tout changé. Maintenant, c'est à ton tour. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a fait réfléchir, questionner ou même te sentir vu, laisse un commentaire, partage ton expérience. Ta voix compte et quelqu'un là-bas a besoin de l'entendre. Et si tu crois que des histoires comme celle de Fatima méritent d'être entendues, de défier et d'inspirer, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo. Gardons ces conversations vivantes, car le pouvoir ne réside pas seulement dans les titres ou les institutions. Parfois, il réside dans le simple acte de dire « je suis toujours là ». Et toi aussi.